Il y a des navires qui ont disparu en mer et dont les passagers n'ont jamais été revus, mais certains d'entre eux ne se sont pas complètement volatilisés. Ils sont simplement restés silencieux sous l'océan, intacts pendant des centaines d'années, et dans certains cas des milliers d'années, et lorsqu'on les a retrouvés, c'était comme si le temps s'était arrêté. Il y a des coques de navires qui ont gardé leur forme, des cordes encore attachées, des amphores, des objets et des effets personnels laissés exactement à l'endroit où ils ont été touchés pour la dernière fois. Selon les archéologues marins, le froid extrême, le manque d'oxygène et la profondeur de certaines parties de la mer sont les raisons pour lesquelles ils sont restés préservés. C'est comme une capsule temporelle, comme si une partie entière de l'histoire avait été scellée puis rouverte après un très long moment. Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à certaines des découvertes d'épaves les plus impressionnantes retrouvées sous l'océan, allant des anciens navires marchands jusqu'aux gigantesques vaisseaux qui ont soudainement disparu en mer et sont réapparus après un long silence. Chacune a son propre mystère et sous l'eau, là où il n'y a presque pas de lumière, elles sont toujours là. Silencieuses, immobiles, mais comme si elles attendaient d'être redécouvertes. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro 10. Le navire qui est presque entièrement intact après avoir coulé. Il y a plus de 300 ans. À Stockholm, en Suède, il y a un navire de guerre qui est devenu le symbole, non pas d'une victoire, mais d'une erreur extrêmement coûteuse. Son nom est Vasa. Il a été construit au début du XVIIe siècle comme la fierté de la marine suédoise. C'était l'un des projets militaires les plus ambitieux de l'époque. Grand, lourdement armé et conçu pour montrer la puissance du royaume sur la mer Baltique. Le navire était rempli de détails. Il y avait des centaines de sculptures en bois. À l'extérieur, la peinture était colorée et il était armé de nombreux canons en bronze. Mais plus le navire grandissait, plus les problèmes s'accumulaient. Le poids était trop élevé en haut. Et il n'y avait pas assez de poids en bas pour l'équilibrer. Selon le musée Vasa en Suède, avant même qu'il ne quitte le port, certains avaient déjà remarqué sa stabilité. Un test simple a été effectué. L'équipage a couru d'un côté du pont à l'autre pour voir à quel point il bougerait. Mais le test a été arrêté prématurément. Avec un tel roulis, c'était déjà dangereux. Pourtant, ils ont continué à naviguer. Le 10 août 1628, le Vasa a quitté le port de Stockholm devant une grande foule rassemblée sur le rivage. Le voyage était court. Quelques minutes après le départ, un vent fort a frappé. Le navire a légèrement penché, ensuite il a encore plus dérivé et s'est alourdi d'un côté. Et comme les sabords du pont inférieur étaient entouverts, l'eau est rapidement entrée. En quelques instants, il a coulé juste devant la ville qu'il avait construite. Il n'a pas disparu au milieu d'une tempête ou en haute mer, mais juste à côté du port. C'est là qu'il était resté, au fond de la mer Baltique. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est aussi la raison pour laquelle il a survécu. Selon les chercheurs marins, la mer Baltique est particulière. L'eau est peu salée et il n'y a presque pas de tarés qui détruisent le bois. Ainsi, au lieu de pourrir, le Vasa est resté intact. Silencieux, enfoui, comme s'il avait simplement été enfermé sous l'eau. Après plus de 300 ans, l'épave a été découverte en 1956 par le chercheur suédois Anders Frantzen. Après plusieurs années de préparation, il a été officiellement remonté du fond marin en 1961. C'était l'une des opérations de récupération maritime les plus complexes de cette époque. Et lorsque le navire est apparu hors de l'eau, la majeure partie de sa structure d'origine était encore clairement visible. Selon le musée Vasa, une grande partie de la structure en bois d'origine a été préservée. Des milliers d'objets ont également été récupérés à l'intérieur. Des outils, des vêtements, des équipements de l'équipage, et d'autres effets personnels laissés là depuis son naufrage. Aujourd'hui, le Vasa se trouve dans un musée à Stockholm. Ce n'est plus une arme de guerre, mais un rappel de la mince frontière entre l'ambition et l'erreur, un navire construit pour dominer les mers. Mais il n'a même pas quitté le port. Numéro 9, Endurance, Antarctique. Il y a des navires qui disparaissent en mer et qu'on ne revoit jamais. Mais l'Endurance, c'est comme s'il refusait de disparaître. En 1915, l'explorateur Ernest Shackleton a dirigé une expédition vers l'Antarctique. Son navire, l'Endurance, devait être la bouée de sauvetage de la mission. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Alors qu'il traversait la mer de Weddell, le navire a été pris au piège dans une épaisse banquise. Pendant de nombreux mois, il était resté immobile. La glace s'est progressivement resserrée autour de lui. Et au fil du temps, la pression s'est intensifiée, jusqu'à ce que la coque en bois commence à se fissurer. Finalement, il a complètement coulé dans les eaux glacées de l'Antarctique.
Depuis la glace, Ernest Shackleton et son équipage n'ont pu que regarder leur navire sombrer. Ce qui a suivi fut encore plus difficile. Ils se sont retrouvés au milieu de la glace, loin de toute aide, dans l'un des endroits les plus hostiles du monde. Et contre toute attente, ils ont tous survécu. À cause de cela, l'expédition Endurance est devenue l'une des histoires de survie les plus célèbres de l'histoire de l'exploration polaire. Mais le navire lui-même a disparu pendant plus de 100 ans. Les historiens connaissaient son emplacement approximatif. Mais il était presque impossible d'atteindre cet endroit. La banquise est épaisse presque toute l'année et l'eau en dessous est très profonde. En 2022, la recherche a repris. À l'aide de véhicules sous-marins autonomes envoyés sous la glace, l'expédition Endurance 22 a trouvé l'épave sur le fond marin de la mer de Weddell. Et lorsque les premières images sont apparues, les chercheurs avaient vraiment du mal à y croire. Le navire est toujours debout, presque intact. Selon le Falklands Maritime Heritage Trust, il se trouve à une profondeur d'environ 3000 mètres, la barre est encore visible, le pont est intact et le nom Endurance est encore lisible à l'arrière du navire. En raison de l'extrême froideur de l'eau en Antarctique, le bois du navire a été préservé dans des conditions inhabituelles. Presque rien n'y a touché depuis plus d'un siècle. Il n'a pas été remonté, aucun artefact n'a été prélevé. Il est resté exactement à l'endroit où il a coulé. Silencieux, immobile, il repose toujours sous la glace. Un navire brisé par l'Antarctique, mais qui n'a jamais complètement disparu. Numéro 8, USS Lexington. Sous la mer de Corail, il y a un navire de guerre où le temps semble s'être arrêté. Ce n'est pas une simple épave, c'est un porte-avions qui a été témoin de l'une des batailles navales les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale, l'USS Lexington. Il a été construit dans les années 1920 et c'est l'un des premiers porte-avions de l'US Navy. Il provient d'un design de croiseur de bataille qui n'a pas abouti à cause d'un traité naval de l'époque, alors il a été converti pour devenir un porte-avions. Il a joué un rôle important dans le développement de l'aviation navale américaine avant que la guerre ne s'étende dans le Pacifique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Lexington a été utilisé dans des opérations cruciales dans le théâtre du Pacifique. Mais lors de la bataille de la mer de Corail en 1920, tout a changé. C'était la toute première bataille navale de l'histoire, où les deux forces ne se sont jamais affrontées directement. Tous les combats ont été menés par des avions. Au milieu de la bataille, le Lexington a été touché par des torpilles et des bombes provenant des forces japonaises. Les dégâts étaient en grave, mais il n'a pas coulé immédiatement. Ce qui a réellement causé la perte du navire, ce sont les explosions internes successives et l'incendie à l'intérieur du bâtiment. Cela a été causé par des vapeurs de carburant qui se sont enflammées dans le système de ventilation. Après quelques heures, il n'a pas pu être sauvé. Il a donc été ordonné d'abandonner le navire et de le saborder totalement par l'USS Phelps pour éviter qu'il tombe aux mains de l'ennemi. Après des décennies, il est resté couché au fond de la mer de Corail. Jusqu'en 2018, lorsqu'une équipe d'expédition liée au navire de recherche de Paul Allen a retrouvé l'épave à une profondeur d'environ 3000 mètres, et ce qu'ils ont vu ressemblait presque à un champ de bataille figé sous la mer. Certains avions étaient encore sur le pont d'envol. Il y avait des avions dont les ailes étaient encore repliées. Certaines hélices semblaient encore intactes. Certains canons anti-aériens restaient pointés vers le ciel, comme prêts pour un combat terminé depuis longtemps. Le numéro de coque CV2 est encore visible sur la coque du navire. Il y a même un avion avec le nom du pilote inscrit sur la partie avant. C'est comme s'ils avaient été abandonnés en pleine mission. Selon les archéologues marins, la profondeur de la mer et les conditions de la mer de Corail ont permis de préserver de nombreuses parties du navire. C'est pourquoi certaines structures et équipements sont restés intacts. Rien n'a été touché. C'est comme si le temps s'était figé dans l'histoire. Un navire de guerre qui a combattu dans l'une des batailles les plus importantes du XXe siècle. Mais aujourd'hui, il repose silencieusement au fond de la mer, avec les avions qui ne voleront plus jamais. L'épave du San José est classée numéro 7 dans les Caraïbes. Avant d'être découverte, ce n'était qu'une légende. Non seulement à cause de sa richesse, mais aussi à cause des nombreuses revendications qui l'entourent. Jusqu'à aujourd'hui, un seul navire, mais beaucoup veulent en être propriétaires. Le San José était un galion espagnol au début des années 1700. C'était un grand navire lourdement armé utilisé pour transporter des richesses de l'Amérique du Sud vers l'Espagne. Mais lors d'un voyage en 1708, tout a changé. Au milieu d'une bataille navale près de Carthagène, en Colombie, le navire a été touché alors qu'il était escorté par des forces navales britanniques. Selon les archives historiques, la soute à poudre du navire, un endroit où étaient stockés les explosifs, a explosé et il a rapidement coulé.
En quelques minutes, le San José a disparu sous la surface de la mer, mais sa véritable histoire a duré bien plus longtemps que le navire lui-même. À l'époque contemporaine, il est devenu l'une des épaves les plus disputées au monde. Selon le gouvernement colombien et des chercheurs marins, l'épave a été localisée au fond de la mer en 2015 grâce à des systèmes robotiques sous-marins utilisés en collaboration avec des experts océanographiques. Elle a été découverte à une profondeur d'environ 600 mètres dans la mer des Caraïbes. Et selon les rapports, des canons en bronze avec des gravures de dauphins uniques ont été aperçus sur les images, un détail qui correspond aux archives historiques espagnoles du San José. C'est là que la situation a commencé à s'envenimer. Ce n'est pas une simple découverte archéologique. Il s'agit de l'une des épaves les plus précieuses de l'histoire. Selon les estimations de différents analystes et institutions, la valeur totale de sa cargaison potentielle, or, argent, émeraude et autres trésors de l'époque coloniale, pourrait atteindre entre 10 et 20 milliards de dollars américains, mais ce n'est pas la partie la plus compliquée de l'histoire. Les choses sont devenues encore plus complexes sur le plan juridique. Selon le gouvernement colombien, l'épave fait partie de leur patrimoine national et se trouve dans des eaux relevant de sa souveraineté. L'Espagne affirme aussi que c'est une partie de son patrimoine historique, car c'est un navire de guerre espagnol. De plus, une société de sauvetage basée aux États-Unis affirme avoir identifié l'épave en 1982 et poursuit actuellement une demande d'arbitrage de plusieurs milliards de dollars devant les tribunaux internationaux. Autre dimension, certains groupes autochtones d'Amérique du Sud. Parmi eux figurent les communautés descendantes des anciens mineurs de la région, qui affirment que la richesse transportée par le San José provient de l'époque de l'exploitation coloniale. Donc pour eux, il ne s'agit pas seulement de trésors, c'est aussi une partie de l'histoire de l'extraction des richesses de leurs terres. En 2025, il y a eu des rapports selon lesquels la Colombie a récupéré pour la première fois certains objets de l'épave. Cela inclut un canon en bronze, quelques pièces d'or et des objets en porcelaine qui proviennent probablement des routes commerciales asiatiques à l'époque de l'Empire espagnol. Certains de ces objets ont été exposés au public, tandis que le débat persiste sur le véritable droit de possession de l'épave. Et jusqu'à présent, le San José reste sous la mer. Il n'est pas entièrement déplacé et il n'est pas encore décidé à qui il reviendra. Un navire qui a coulé il y a plus de 300 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, il continue de faire l'objet de disputes à la surface. Numéro 6, HMS Erebus et HMS Terror Arctique. Au milieu de l'année 1845, deux navires de la Royal Navy britannique sont partis d'Angleterre pour une expédition à la recherche du passage du Nord-Ouest. Une route maritime possible reliant l'Atlantique et le Pacifique par l'Arctique. Le HMS Erebus et le HMS Terror. À bord des navires se trouvaient plus de 120 membres d'équipage. Ils transportaient des provisions censées durer 3 ans. Ils avaient avec eux plus de 1000 livres des instruments de musique et tout l'équipement nécessaire pour un long voyage. Lorsqu'ils sont entrés dans l'Arctique, ils ont peu à peu perdu contact avec l'Europe, lançant ainsi l'une des plus longues missions de recherche de l'histoire. Pendant plus d'un siècle, des expéditions de sauvetage menées par l'Empire britannique et d'autres groupes se sont succédés. Des traces, des provisions abandonnées, des notes et des témoignages inuits sur la dernière apparition de l'expédition ont été retrouvés. Mais le navire restait introuvable. Jusqu'à ce que la technologie moderne change tout. En 2014, Park Canada a retrouvé le HMS Erebus près de l'île King William, grâce à un balayage sonar. Et en 2016, le HMS Terror a également été découvert dans la baie Terror. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'état des navires est presque intact. Les trappes étaient fermées, les fenêtres intactes, il y avait encore des bouteilles sur les étagères des cabines et la roue de gouvernail était toujours en place. Pour les premiers plongeurs, c'était comme si le navire venait d'être abandonné récemment, même si plus de 170 ans se sont écoulés. Selon Parks Canada, le froid extrême et le manque d'oxygène au fond de la mer Arctique sont la raison pour laquelle les navires ont été préservés, ce qui ralentit la dégradation du bois et du métal. Des artefacts ont déjà été récupérés, tels que des équipements de la Royal Navy, des assiettes portant l'emblème de l'expédition Franklin, des instruments de navigation et des effets personnels de l'équipage, tandis que d'autres restent in situ en tant que sites archéologiques protégés. 2 navires sont partis pour trouver un passage, mais ils sont eux-mêmes devenus l'un des mystères les plus froids et les plus durables de l'exploration. Finalement retrouvés sur le fond marin silencieux de l'Arctique, où presque rien ne bouge et où presque rien n'est oublié. Numéro 5, SS Central America.
Il y a des naufrages qui ne sont pas seulement de simples histoires de naufrage, mais des histoires de richesse qui ont directement influencé l'histoire de l'économie. L'un d'eux est le SS Central America, un grand vapeur à roues latérales qui a navigué au milieu des années 1850 à l'époque de la ruée vers l'or en Californie, où des milliers de personnes se sont rendues en Amérique pour tenter leur chance. Ils cherchaient de l'or, mais au lieu de rentrer chez eux, ils ont été frappés par un puissant ouragan dans l'Atlantique près de la Caroline du Sud et ont coulé le 12 septembre 1857. Le navire transportait également une énorme cargaison d'or, des pièces, des pépites, des lingots d'or et la richesse personnelle de centaines de mineurs. On estime qu'environ 3 tonnes d'or ont été perdues en mer, ce qui est devenu l'une des causes de la panique financière de 1857 aux États-Unis. L'épave est restée à une profondeur d'environ 2000 mètres sous l'Atlantique pendant plus d'un siècle. Jusqu'en 1988, elle a été découverte par l'ingénieur Tommy Thompson à l'aide de systèmes robotiques sous-marins spécialement conçus, financés par des investisseurs privés. Ce que l'équipe a vu ressemblait à un moment figé sous la mer. Des milliers de pièces d'or presque intactes, des lingots d'or avec des numéros de série et des marques de la monnaie de San Francisco, ainsi que des pépites qui semblaient donc ne pas avoir encore été raffinées, s'étendaient en sur plus de 100 mètres. La valeur récupérée atteignait des millions de dollars. Mais après ce succès, une bataille juridique intense s'est engagée pour déterminer à qui revenait cette richesse. Différentes compagnies d'assurance qui avaient à payer des indemnités en 1857 ont revendiqué des droits de propriété, et l'affaire a duré de nombreuses années. Finalement, des accords ont été conclus, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Tommy Thompson lui-même a disparu de la vie publique en 2012 et a finalement été retrouvé caché en Floride sous un autre nom, selon les rapports des forces de l'ordre. Il a été arrêté et accusé d'outrage au tribunal pour ne pas avoir révélé l'emplacement de certaines pièces d'or, et en 2020, il a plaidé coupable à des accusations de fraude. Pendant ce temps, la majorité de l'or provenant du SS Central America a été vendue aux enchères et remise sur le marché. Des pièces de l'époque de la ruée vers l'or sont réapparues après plus d'un siècle sous l'Atlantique. Numéro 4, Nuestra Señora de las Mercedes, Océan Atlantique. Il y a des naufrages qui ne concernent pas seulement l'or ou les trésors. Parfois, il s'agit de savoir qui a le droit de posséder l'histoire elle-même. L'un des plus grands exemples de cela est le navire de guerre espagnol Nuestra Señora de las Mercedes. Au début des années 1900, c'était une frégate de 34 canons de la marine espagnole, faisant partie d'un convoi voyageant d'Amérique du Sud vers l'Espagne. Mais en 1804, au milieu de l'Atlantique, ils ont été interceptés par les forces britanniques. Le navire a été touché lors de la bataille et a rapidement coulé avec sa cargaison d'or et d'argent provenant des territoires coloniaux de l'Espagne. Pendant plus de 2 siècles, l'épave est restée enfouie sous la mer, jusqu'à l'ère moderne lorsque l'industrie commerciale de récupération en haute mer est entrée en jeu. Le 27, une société américaine de récupération appelée Odyssey Marine Exploration a annoncé avoir découvert une grande épave dans l'Atlantique, à l'ouest de Gibraltar. Selon leur rapport, ils ont récupéré environ 17 tonnes de pièces d'or et d'argent du fond marin. Cela représentait des milliers de pièces, près d'un demi-million d'unités, qui ont même été transportées par avion affrété vers les États-Unis pour y être stockées et traitées légalement. C'est ici qu'a commencé l'une des batailles juridiques maritimes les plus intenses de l'histoire moderne. La compagnie n'a pas immédiatement révélé le nom du navire d'où provenait le trésor. Mais plus tard, l'Espagne a identifié l'épave comme étant celle de la Nuestra Señora de las Mercedes, et c'est là que l'affaire s'est retrouvée au cœur de la controverse. Selon l'Espagne, il s'agit d'un navire de guerre souverain de leur marine. Ainsi, même s'il a coulé, tout ce qu'il contient reste la propriété de l'État. Mais selon la société de sauvetage, il s'agit d'une épave abandonnée qui repose depuis longtemps dans les eaux internationales, donc elle peut être récupérée comme un sauvetage commercial. L'affaire, après avoir traversé les tribunaux fédéraux et les appels, a atteint la Cour suprême des États-Unis. Selon l'Espagne, soutenue par le gouvernement américain, il ne peut être considéré comme il s'agit d'un navire militaire souverain. Cela signifie que, même si elle reste sous la mer pendant des centaines d'années, elle demeure la propriété du pays auquel elle appartient. En 2012, la Cour suprême des États-Unis n'a pas accepté le dernier appel de la société de sauvetage et l'Espagne a finalement gagné. Tout le trésor, soit environ 17 tonnes de pièces, a été renvoyé en Espagne à l'aide d'un avion militaire et placé au musée national, où il est désormais exposé en permanence.
Selon les analystes juridiques, cela a constitué un précédent important dans le droit maritime international, car cela a renforcé le principe selon lequel les navires de guerre souverains restent la propriété de leur pays, même après plusieurs siècles. Pour la société de sauvetage, cela a représenté une énorme perte financière après avoir dépensé des millions de dollars dans l'opération et la bataille juridique. Mais pour l'Espagne, une partie de leur histoire leur est revenue. Sous l'Atlantique, l'épave qui a été au centre de l'une des batailles juridiques les plus importantes de l'exploration maritime demeure toujours. Silencieuse, enfouie dans les fonds marins, tandis que ses trésors sont depuis longtemps revenus là d'où ils venaient. Numéro 3, Mary Rose. Dans l'histoire de la marine anglaise, il y a un navire qui est devenu le symbole du pouvoir royal, le Mary Rose. C'était un grand navire de guerre à l'époque d'Henri VIII, servant de navire amiral de la flotte anglaise pendant plus de 3 décennies et combattant la France, l'Écosse et le Saint-Empire romain germanique. Mais le 19 juillet 1545, au milieu d'une bataille navale dans le Solent près des côtes du sud de l'Angleterre, il s'est soudainement renversé alors qu'il combattait la flotte française. En quelques instants seulement, il a coulé. Selon les récits historiques, les membres d'équipage sur le pont supérieur ont été piégés à cause du filet de protection, censé empêcher les attaques d'abordage. Depuis le rivage, Henri VIII lui-même a assisté au naufrage de son navire amiral, qui a disparu sous la mer en quelques minutes. L'épave est restée dans le détroit du Solent, à une profondeur d'environ 12 mètres, et a fini par être recouverte de boue. Pendant des siècles, elle est restée introuvable jusqu'en 1971, lorsque Alexandre Mackie l'a localisée. Le plongeur et historien Alexandre Mackie a lancé un grand projet d'archéologie sous-marine au Royaume-Uni. Au cours de la décennie suivante, plus de 19 000 artefacts ont été extraits du fond marin, des objets de la vie à l'époque des Tudors, presque intacts malgré le temps. Le 11 octobre 1982, une partie de la coque du Mary Rose a été remontée lors de l'une des opérations de sauvetage maritime les plus ambitieuses de l'histoire moderne, suivie par environ 60 millions de téléspectateurs lors de la diffusion sur la BBC. Ils ont utilisé un berceau en acier spécialement conçu pour soulever environ 40% de la coque survivante, ce qui reste l'une des récupérations archéologiques les plus importantes de l'histoire maritime. Lorsqu'il a été remonté de la mer, un navire est apparu, et il était presque impossible de croire qu'il avait coulé il y a plus de 4 siècles. Trempé de boue mais gardant toujours sa forme intacte, il a immédiatement été préservé à l'aide d'un jet d'eau contrôlé pour éviter que le bois ne se fissure à cause d'un séchage trop rapide. Les artefacts récupérés à l'intérieur ressemblent à un instantané du monde des Tudors. Plus de 137 arcs longs ont été découverts. Et beaucoup d'entre eux sont encore fonctionnels. Il y a des chaussures en cuir, des instruments de musique, un jeu de backgammon avec toutes ses pièces et une trousse de barbier chirurgien complète avec ses outils médicaux. Il y a aussi des effets personnels de l'équipage, des assiettes, des pièces de monnaie, un chapelet identifié selon l'endroit où ils ont été trouvés et les registres du navire avec la liste de l'équipage. Aujourd'hui, le Mary Rose est exposé dans son propre musée à Portsmouth, en Angleterre. Il se trouve juste en face du HMS Victory, le navire amiral de l'amiral Nelson lors de la bataille de Trafalgar, 2 navires de 2 époques différentes, séparés par près de 260 ans. Mais tous 2 restent debout comme des rappels du pouvoir et du destin en mer. Numéro 2, Bismarck, Atlantique Nord. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un navire considéré comme l'une des armes les plus mortelles de l'Allemagne nazie. Le Bismarck, c'était un cuirassé massif qui n'avait pratiquement aucun égal à son époque. Long, fortement blindé, et équipé d'une artillerie lourde capable de rivaliser avec n'importe quelle force navale dans l'Atlantique. Mis en service en 1940, ce navire de guerre parmi les plus avancés d'Europe est vite devenu la principale menace pour les routes d'approvisionnement vitales de la Grande-Bretagne pendant la guerre. En mai 1941, le Bismarck a lancé sa première et dernière mission de combat, appelée Opération Rheinübung. Dans l'Atlantique Nord, il a immédiatement affronté le HMS Hood, l'un des navires les plus célèbres de la Royal Navy. En quelques minutes, le Hood a été touché à une zone critique. Son magasin de munitions a explosé et il a coulé en 3 minutes, l'une des pertes navales les plus douloureuses pour la Grande-Bretagne. À cause de cela, la Royal Navy a lancé l'une des plus grandes traques navales de l'histoire, utilisant presque tous les navires disponibles. Quelques jours après la poursuite, le 27 mai 1941, le Bismarck a été acculé après que son système de direction ait été désactivé à cause des dégâts causés par une torpille. S'en est suivi un intense bombardement de la part du HMS King George V, du HMS Rodney, ainsi que des croiseurs et destroyers de soutien. Des milliers d'obus et de torpilles ont frappé jusqu'à ce que le navire cesse complètement de répondre.
Certaines analyses avancent que l'équipage aurait sciemment sabordé le navire pour éviter qu'il tombe aux mains de l'ennemi. Des décennies plus tard, il a été retrouvé en 1989 par Robert Ballard à une profondeur d'environ 4700 mètres, à environ 650 km à l'ouest de Brest, en France. La coque est restée quasi intacte, y compris la ceinture blindée principale, déformée mais non percée malgré le choc. En 2002, une expédition menée par James Cameron a été la première à pénétrer à l'intérieur de l'épave à l'aide de submersibles, où ils ont vu les couloirs, les compartiments et les tourelles de canon qui étaient pentes séparées de la coque et pesaient en chacune plus de 1000 tonnes. L'Allemagne considère cela comme une tombe de guerre, c'est pourquoi on n'y touche pas. Aujourd'hui, le Bismarck repose au fond de l'Atlantique Nord, presque intact, comme un symbole d'un navire qui ne cède pas facilement, même vaincu en mer. Numéro 1, RMS Titanic, Atlantique Nord. En 1985, l'équipe de l'Institut océanographique Woods Hole, dirigée par Robert Ballard, a retrouvé le Titanic à une profondeur d'environ 800 mètres à l'aide d'un système de caméras sous-marines. La première chose aperçue fut une chaudière, preuve de l'épave après 73 ans depuis son naufrage, le 14 avril 1912. Le navire s'est séparé en proue et en poupe, avec un champ de débris s'étendant sur environ 600 mètres, où sont éparpillées des assiettes, des chaussures, des bagages, des bouteilles et des effets personnels comme figés dans le temps. La proue restait plus intacte dans la boue, alors que la poupe a été écrasée par la force de l'impact. Au fil des décennies, il est devenu l'épave la plus étudiée en raison de l'histoire du navire insubmersible, du manque de canaux de sauvetage et de la division sociale à bord. Les scientifiques marins estiment qu'il est lentement rongé par des bactéries intoxiques qui se nourrissent de fer et la corrosion des profondeurs et pourrait disparaître dans quelques décennies. En 2023, une nouvelle tragédie s'est produite lorsqu'un submersible touristique en route vers l'épave a explosé. Aujourd'hui, le Titanic disparaît lentement. Sous la mer, il reste cependant l'épave la plus emblématique du monde et un symbole d'un moment qui a changé l'histoire de l'exploration maritime.